Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat et de reportage sur Public Sénat. La promesse, vous le savez, elle est dans le titre de l'émission, donner du sens à l'actualité. Vous proposez des clés de compréhension des crises que nous traversons. Et ce soir, c'est un double droit de suite que je vous propose. Un retour sur deux événements majeurs de ces derniers mois. D'abord, la mort de Mahsa Amini. C'était le 16 septembre 2022. Cette Iranienne de 22 ans avait été arrêtée 3 jours plus tôt parce que son voile ne cachait pas assez ses cheveux. Son décès provoquera une révolution de la jeunesse contre le pouvoir des mollahs. Nous devons choisir ce que nous portons et comment nous nous comportons. Et personne ne peut nous toucher. Et c'est pourquoi je pense que cela continue. Pour moi, c'est une révolution permanente. Et les hommes sont là pour soutenir les femmes. C'est tellement beau. Les manifestations ne font plus la une de l'actualité, mais que reste-t-il de cette révolution réprimée dans le sang? Réponse dans une minute. Et puis pour notre second débat, notre second droit de suite, nous remonterons jusqu'au 5 juillet dernier, la fin de 10 journées d'émeutes qui ont frappé 516 communes dans 66 départements métropolitains français. Un déferlement de violence déclenché par la mort de Nahel, tué par un policier lors d'un refus d'obtempérer. Plus de 2 mois plus tard, quelles ont été les réponses judiciaires et politique? Que faut-il attendre du plan banlieue que le gouvernement doit annoncer le mois prochain? Réponse dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, retour sur ce mouvement, cette révolution, ces 3 mots, femme, vie, liberté, en Iran, avec Mathias Arez. Quelques jours après la mort de Mahsa Amini, tuée par la police des mœurs, ces images jusqu'alors impensables. Le drapeau iranien piétiné par la foule, mais aussi ces femmes, par milliers, qui retirent leur voile et coupent leurs cheveux à visage découvert sur les réseaux sociaux. Ces manifestations de colère à l'encontre de la loi obligeant le port du hijab réclament la suppression de la police des mœurs. En un an, la répression est violente. Plusieurs centaines, voire milliers de manifestants sont emprisonnés ou tués par les forces de l'ordre. Des agissements dénoncés dans les pays occidentaux. Oui, nous luttons tous ensemble et nous voulons être la voix des Iraniens ici, en Europe. Nous avons définitivement atterri dans un Moyen-Âge islamique et nous attendons des gouvernements européens qu'ils apportent un soutien, en particulier à la jeune génération. La jeunesse iranienne ne veut pas de ce régime. Aujourd'hui, les protestations sont moins visibles à l'international, mais continuent sur le sol iranien, notamment grâce aux étudiants. Nous sommes aux côtés des étudiants et professeurs qui ont subi la pression des institutions de sécurité de l'université au cours de la dernière année et nous résisterons à la répression. L'université est le centre de la liberté. D'autre part, la situation économique du pays miné par l'inflation prend à la gorge la population. La situation se dégrade de jour en jour. Les gens vivent difficilement. Nos autorités devraient d'abord assurer de bonnes conditions économiques. Le hijab est une question tout à fait secondaire et personnelle. Dernier projet en date des gardiens de la révolution iranienne, la création d'un Internet national afin de couper leur pays du web mondial. Que reste-t-il de la révolution? Quelle forme prend ce mouvement aujourd'hui? On en débat tout de suite avec mes invités. Fariba Ashtroudi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes écrivaine, journaliste, présidente de l'association Mohsen Ashtroudi, MOHA, qui se fait l'écho de la voix de centaines d'étudiants iraniens emprisonnés. Irbod Degani Azar, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes avocat au barreau de Paris, membre du Conseil national des barreaux, ancien membre du Conseil de l'ordre des avocats à Paris et cofondateur de plusieurs collectifs franco-iraniens, président de l'association Nowruz. Avec nous également en duplex, Thierry Coville, chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes spécialiste de l'Iran, auteur de ce livre « L'Iran, une puissance en mouvement », publié aux éditions Erol. J'accueille également Laetitia Krupa. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Thomas. Éditorialiste politique, bienvenue à vous aussi. Le premier thème de ce débat, la première partie de ce débat, forcément, c'est que se passe-t-il aujourd'hui en Iran? Je disais dans mes titres, le pays est beaucoup moins sous les projecteurs de l'actualité et pourtant, on manifeste encore. C'est ce que vous voulez nous dire pour commencer? Absolument. On manifeste par tous les moyens, toutes les couches de la société et de manière visible et
et organisée. Le centre, comme dans votre reportage, ça a été dit, le centre de ce mouvement contestataire, ce sont les universités, la jeunesse et maintenant large soutien des professeurs qui sont de plus en plus d'ailleurs embêtés. Il y a eu plusieurs dizaines de professeurs qui ont été forcés de démissionner ou carrément remerciés, si je puis dire. Et plus intéressant encore, c'est que la couche la plus croyante de la population iranienne a montré sa solidarité avec la jeunesse iranienne. Et lors des commémorations de Muharram, qui est le mois sacré pour commémorer les martyrs de l'islam, qui en général jusqu'à présent c'était le parade du pouvoir islamique. Donc ça, c'est au cœur de l'été. Vous êtes venu avec des images, avec une vidéo de cette manifestation. Elle a été détournée de son objet par le mouvement révolutionnaire, c'est ça? On va voir les images. Absolument. Et après peut-être... Non, vous pouvez raconter pendant qu'on voit les images. Au sein des mosquées, au sein de la population, comme je vous dis, qui était normalement la population la plus fidèle à la République islamique, le mouvement, c'est depuis des années qu'ils ne le sont plus, parce que je pense que la contestation a atteint toutes les couches de la société. Mais là, ça a été carrément, ils pointent du doigt le tyran, parce que je ne vais pas rentrer dans l'histoire de l'islam, mais ils disent au peuple, pourquoi tu pleures les martyrs n'en peuvent plus. Juste chasse le tyran. Ce sont ce qu'on voit dans les images en ce moment, c'est ce qu'ils sont en train de scander. Absolument. Que sont devenus... Non, c'est pas ça. C'est pas cette vidéo. Je ne sais pas où ils l'ont. C'est celle que vous nous aviez apportée, mais c'est pas grave. Donc on oublie cette vidéo. Ce sont des choses qui arrivent. Donc vous nous racontez un moment de manifestation au cœur de l'été qui est un vrai défi au pouvoir. Absolument. Et avec des noms, en disant... Voilà les images. On y est arrivé. Où sont passés nos massas? Où sont passés nos... Pourquoi ne te redresses-tu pas au peuple? Pourquoi c'est absolument fabuleux de voir, et pas simplement dans une ville, dans toutes les villes du pays. Et les meneurs disons, ceux qui ont organisé ces manifestations, les chanteurs avec des chants sublimes, avec une voix sublime, qui fait vraiment froid dans le dos, certains ont été arrêtés le lendemain, mais relâchés, parce que le pouvoir ne peut pas attaquer les croyants. Merci d'être venu avec ces images. C'est une vraie question sur justement les suites judiciaires, Irbad Deghaniyazar, parce qu'on va parler de la peur, on va parler de... Nous, on a le sentiment que finalement le mouvement, mais à tort, j'entends ce que vous nous dites, s'était éteint à force de répression du pouvoir. Il y a quand même beaucoup de gens en prison, des avocats eux-mêmes qui sont en prison. Ça continue, ça ? Ça ne s'est jamais arrêté, c'était bien avant les faits dramatiques d'il y a un an. En réalité, déjà en 2019, il y avait eu beaucoup d'exactions, beaucoup d'avocats qui avaient été arrêtés avec des condamnations très graves. Ce qui se passe, l'aggravation de la situation, c'est que depuis un an maintenant, les ordres ont été mis sous tutelle et les avocats sont maintenant, c'est-à-dire les défenses des personnes est assurée par des gens qui sont pro-gouvernement, pour les cas les plus graves, ces tribunaux d'exception qui ont été mis en place. Donc, cette résistance, c'est vrai que les manifestations continuent, qu'elles se sont diversifiées. Le peuple iranien est un peuple résilient, avec beaucoup d'imagination, et qui a réussi à solidariser, et les avocats et les professeurs d'ailleurs aussi, vous parlez, il y avait plus de 200 professeurs qui ont été arrêtés, mis à la retraite d'office. Pardon de vous interrompre, on trouve encore des avocats, si j'ai bien compris ce que vous dites, activistes pour oser défendre celles et ceux qui sont arrêtés. Oui, bien sûr. Au risque d'aller eux-mêmes en prison, c'est ce qui se passe. C'est efficace. Alors, ça dépend ce qu'on appelle efficacité. Vu par notre prisme, ce n'est pas efficace dans le sens où ils n'obtiennent pas gain de cause devant les tribunaux. Pour autant, c'est efficace parce qu'ils font leur métier de porter la parole, de porter la voix des gens qui ne l'ont pas. Et ils nous permettent de dénoncer ici et de vous donner l'information. Parce qu'ils arrivent, eux, à qualifier des éléments. C'est pas simplement le scandale de ce qui m'arrive, ce qui arrive à ma famille. C'est d'une manière générale l'opposition entre la constitution même, on pourra parler si vous voulez, iranienne, les lois iraniennes et les agissements, notamment à travers la corruption. J'accueille Aïda Tavakoli, bonsoir, bienvenue. Vous êtes doctorante en architecture, présidente de l'association We Are Iranian Students. C'est quoi cette association? L'idée, c'est de montrer que nous tous, on peut se considérer comme des Iraniens, des étudiants iraniens prêts à être solidaires. C'est ça ce que vous portez comme message? Oui, la première chose, c'est de... C'est-à-dire que notre regard
de citoyens de pays démocratiques peut quand même peser sur la situation en Iran. Est-ce que vous croyez ça ? J'en suis convaincue, oui, tout à fait. Donc l'idée de l'association première, c'est que 70% de la population iranienne a moins de 40 ans et c'est la population la plus instruite du Moyen-Orient. La moyenne d'instruction en Iran est plus haute que la moyenne haute occidentale. Donc c'est pour vous dire, la grande majorité et l'écrasante majorité sont étudiants et extrêmement instruits avec un accès à l'information aujourd'hui qu'on ne peut plus contrôler. Et c'est notre grande chance aujourd'hui en Iran. Donc l'idée de We Are Iranian Students, c'est de montrer une solidarité de cette génération étudiante par-delà les frontières, par-delà les cultures et les emplacements géographiques, puisque en réalité, ce qui est porté par Femmes, Vie, Liberté, c'est ce qui est porté par tous les mouvements de jeunesse du monde. Et quand on parle de féminisme, d'écologie, de défense des droits humains, des minorités, on l'entend absolument partout et c'est défendu par notre génération bien au-delà des frontières iraniennes. Alors je me tourne maintenant vers Thierry Coville, peut-être pour essayer de comprendre au sein du pouvoir iranien, il est quand même, ce pouvoir, nous on a le sentiment vu d'ici, c'est peut-être une question de béotien et je m'en excuse, qu'il est forcément fragilisé par ce qui se passe depuis un an. Est-ce que c'est aussi simple que ça, Thierry Coville ? C'est toujours pareil avec l'Iran, oui et non. C'est sûr qu'il y a une crise de légitimité politique en Iran. Il y a eu des sondages qui sont sortis, même à l'intérieur du camp conservateur, quand les manifestations ont commencé, qui montraient que 80% de la population iranienne, même un tout petit peu plus, quelque part comprenait et trouvait que la présence des gens dans la rue était une réponse à la crise que traverse l'Iran. D'un autre côté, il faut bien comprendre que ce n'est pas aussi simple que ça. Le pouvoir est en place depuis un moment. Ils sont loin d'être stupides. C'est les plus durs qui sont vraiment au pouvoir. Ils contrôlent, on l'a bien vu, malheureusement, par toutes les forces de sécurité. Ils ont quand même encore une petite base sociale qui les soutient, qui est pour la morale islamique. On le sait, ça. Et donc, ils ont vu, à mon avis, la clé pour comprendre ce qui se passe en Iran, c'est cette classe moyenne éduquée auquel il a été fait référence récemment, là, dans votre émission, qui n'en pense pas moins, qui est pour la démocratie, parce que c'est vrai que, quelque part, c'est le vent de l'histoire en Iran. Il y a une société de plus en plus moderne, de plus en plus éduquée, qui veut les droits individuels, la démocratie, l'état de droit, la séparation du religieux et du politique. Et cette classe moyenne, c'est la richesse de l'Iran. Cette classe moyenne, elle s'est pas jointe au mouvement. Autrement, on aurait eu des grèves massives en Iran. Donc, je pense qu'il y a la répression, c'est évident. Mais d'un autre côté, il y a aussi la question de l'alternative à ce qu'il y a actuellement en Iran. Et je pensais à un article de Christopher de Beleg dans The Guardian là, récemment. Il montrait bien ça, de dire quand vous ne savez pas ce qui va se venir après, vous n'êtes pas content, mais quelque part, les gens, même s'ils n'en pensent pas moins, ils sont restés chez eux. Donc je pense que la clé pour comprendre, la réponse à cette question, c'est cette large classe moyenne iranienne éduquée. Alors effectivement, on va continuer de débattre là-dessus, sur ce qui peut se passer maintenant, parce que on parle d'une révolution, mais le régime, il est pas tombé aujourd'hui, Fariba Astroni. Non, et j'abonde dans ce que vient de dire Thierry Coville, et il ne va pas tomber demain. Néanmoins, la contestation ne va pas s'arrêter non plus. Est-ce qu'il y a une opposition politique qui existe déjà ? Pardonnez-moi. Est-ce qu'il y a une opposition, une alternative politique ? Il y a des opposants, il y a énormément d'opposants à l'intérieur, il y a beaucoup d'opposants. Prêts à gouverner ? Oui, prêts à gouverner. Et justement, au sein de ces opposants, vous avez des opposants de plus en plus radicaux, c'est-à-dire le camp réformateur qui pensait à une réforme et à une évolution de l'intérieur. Là, ils disent, beaucoup d'entre eux disent carrément il n'y a plus de possibilité de réforme. Et ils se sont radicalisés. C'est un phénomène extrêmement intéressant. Je veux dire, le dernier communiqué de Mir Hossein Mousavi, qui était le leader du mouvement de 2009, a dit il faut en finir avec la République islamique, ou il faut en finir au moins avec le règne du jurisconsulte, avec monsieur Khamenei. Il peut dire ça sans aller en prison.
Il est déjà sous surveillance et il est déjà malade avec sa femme. Enfin, il se porte. Mais vous avez vu dans le monde, les gens parlent, les choses sortent. Ils ne peuvent plus museler la population tous les jours. Pardonnez-moi, je dis ça pour dire ce que justement a dit ma jeune compatriote à côté. Et cette jeunesse est magnifique pour nous, pour notre génération. Moi, tout mon espoir, c'est cette jeunesse. C'est que tous les jours, ils arrêtent des étudiants et tous les jours, les communiqués des collectifs, il y a plusieurs collectifs d'étudiants. Tous les jours, on reçoit des nouvelles, des dernières nouvelles que nous, on relaie sur le site de Moha. Je voulais juste vous donner quelques Alors attendez, je vais vous redonner la parole. Le débat est long, vous inquiétez pas, on aura le temps de l'alimenter. Mais moi, je voudrais vous proposer, pour rester sur cette thématique de ce qui se passe en ce moment, aujourd'hui, depuis quelques jours, quelques semaines, et aussi évidemment à l'occasion de cette date anniversaire, une vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux où on voit une femme qui est prise à partie par un chauffeur de taxi. Manifestement, elle devait avoir son voile baissé à l'arrière. Voilà ce qui se passe. Je vous laisse regarder les images pour commencer. Oui, j'ai vu ça. Donc voilà, c'est une scène de vie en Iran. Une jeune femme qui ose... Enfin, lui, il sort avec, je sais pas, on ne sait pas ce que c'est une sorte de barre de fer. Elle le frappe à coups de chaussure. Bon, c'est une rébellion du quotidien, en quelque sorte. Il y en a tous les jours, des scènes comme ça. Mais ça dit aussi une forme de société qui est toujours fracturée. C'est ce que je vois aussi dans ces images. Votre avis là-dessus, et je vous redonne la parole juste après. Je vous en prie. Merci. Oui, bien sûr, c'est une société qui est fracturée, mais je pense que ce qui a surtout fracturé, c'est le mur de la peur. Et en fait, c'est la grande nouveauté et qui rend cette révolution absolument inédite en Iran, parce que c'est pas le premier mouvement social. Vous dites que la peur a changé de camp, en quelque sorte ? C'est pas qu'elle a changé de camp, c'est que le mur de la peur s'est brisé. C'est que la peur est légitime, la peur existe et elle est absolument légitime au vu de la répression absolument brutale et sanglante du régime islamique. Simplement, la peur n'arrête plus. Et c'est ça qui est différent, c'est que cette jeune femme, en allant s'asseoir dans un taxi sans le voile, sait parfaitement à quoi elle s'expose. Quand un chanteur chante « Retire ton voile » et répond à la peur et à la violence avec la joie et la danse, il sait parfaitement à quoi il s'expose. Il sait que c'est la dernière chanson qu'il va pouvoir enregistrer avant la chute du régime. Et il le fait. Donc il y a ce que je vois là, évidemment, on voit une puissance, on voit une violence atroce, mais moi je vois énormément de courage en fait dans cette vidéo. Bien sûr. Et c'est ça en fait qui transparaît. Il y a un autre phénomène. Si vous... Allez-y, je vous en prie. Je rebondis sur deux choses. Première chose, il y a quelques jours aussi, puisque vous êtes dans les vidéos, on voyait des jeunes avocats, une vingtaine de jeunes avocats qui étaient en train de manifester, qui, dans la perspective de l'anniversaire, appelaient aux libertés et à la libération des personnes qui étaient arrêtées, d'ailleurs de tous leurs confrères. Ils savaient très bien qu'ils allaient tout de suite eux-mêmes partir en prison. Cette violence, vous la voyez vue par notre prisme, c'est quelque chose d'extraordinaire, très puissant. Maintenant, c'est ce régime qui a installé la violence depuis 40 ans. Et la peur a changé parce qu'aujourd'hui, il y a une réponse. C'est-à-dire qu'il y a pendant très longtemps, le peuple s'est laissé un peu malmener, sauf que maintenant, il y a une solidarité commune. On n'est pas sur l'histoire de... c'est vrai que c'est la première révolution, on va dire, féministe, et qui va avoir des conséquences, moi je le pense, dans le monde entier, si on va jusqu'au bout, et on va aller jusqu'au bout. Mais c'est extraordinaire aussi dans le sens où ces femmes qui vont dans la rue sans leur voile, ça a commencé en 2019, en 2016 même, avec les voiles qui étaient... C'est pas quelque chose de récent. Sauf qu'aujourd'hui, la violence, elle n'est plus seulement physique, elle est aussi de montrer les images, elle est de dire les choses. Eux le vivent ça comme une violence. Mais il y a une autre explication. Moi, j'ai vécu en Iran de 2017 à 2020 pour enregistrer la fondation de mon père. Je ne portais pas le voile. Alors, privilège de l'âge, et c'était sous Rouhani, on ne m'en mettait pas. Ou quand on m'arrêtait, je disais, écoutez, je vais le mettre, mais dès que vous allez tourner... Mais néanmoins, les chauffeurs de taxi me disaient, je te tiens par la barbichette. Les chauffeurs de taxi me disaient, madame, je vais perdre ma licence. Il y a une pression économique, il y a les boutiques qu'on ferme. Donc, comment voulez-vous? Je disais, pour vous, je vais le mettre. Et il y a Parce qu'un chauffeur de taxi, s'il laisse faire
femme non voilée derrière lui, il peut perdre sa licence. Exactement. C'est pareil. Les étudiantes, Madame le sait, Monsieur le sait, on le sait tous en Iran. La pression... la résistance, c'est également une résistance économique. C'est pour ça que nous, on aide les familles financièrement en Iran. 120 000 euros. La caution, ça va jusqu'à 120 000, jusqu'à 200 000 euros, une caution pour libérer votre enfant de prison. D'ailleurs, on peut aider en allant sur votre site, c'est mo-ha.com. Oui, la cagnotte, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent de prison, qui peuvent raconter, qui peuvent témoigner? Ils sortent, ils rentrent, et ils témoignent. Alors, des gens témoignent, sachant qu'ils vont retourner tout de suite. On a des cas comme ça. Il y a beaucoup de gens qui témoignent. Oui. Beaucoup témoignent, mais vraiment, aujourd'hui, on peut dire que la population iranienne est une population de journalistes. Dans le sens où on nous envoie des films, on nous envoie des vidéos, ils vont sur les réseaux. Grâce à ça. Notamment, on fournit des VPN. Voilà, avec les téléphones, c'est une des choses. Mais par exemple, pour l'économie, une des actions de résistance qui a été faite, c'est qu'à un moment donné, les gens ont dit on va aller retirer l'argent des banques. Oui. Ils ont récupéré leurs devises, ils les ont gardées à la maison, ce qui a fragilisé aussi le régime. Justement, sur l'économie, les Iraniens sont confrontés à une situation qui est calamiteuse. Absolument. Parce qu'ils subissent une inflation. Alors nous, on a l'inflation, mais ils subissent une inflation qui est encore plus forte qu'en France ou en Europe. Regardez ces deux chiffres qui sont donnés par le Centre iranien des statistiques. Bon, c'est un organe officiel, mais enfin bon, on va prendre ces chiffres quand même. Plus 46% pour les loyers en un an. Ça, c'est automne 2022. Par rapport à la même période 2021. On va voir ce qu'il en est dans quelques semaines. Et puis l'inflation, là c'est le mois de mars, 49,7% d'inflation en plus par rapport aux chiffres d'un an plus tôt. Sur ce thème, je vous propose d'écouter plusieurs réactions d'habitants de Téhéran. Regardez. Moi, je suis privilégiée, j'ai un bon emploi, je gagne bien ma vie et pourtant, je ressens une pression économique énorme, 3 à 4 fois supérieure à celle de l'année dernière. Le marché connaît actuellement une stagnation inflationniste, les biens devenant chaque jour plus chers. C'est de pire en pire. Les prix augmentent tous les jours. Thierry Kovic, je me tourne vers vous. Dans quel état est l'économie iranienne? On sait qu'elle est déjà et depuis longtemps affaiblie par des sanctions internationales. Oui, vous avez raison. Donc il y a une crise économique grave en Iran. Donc je pense quand même, on voit dans les chiffres, elle commence en 2018. Et donc c'est pas un hasard. En mai 2018, Donald Trump sort de l'accord sur le nucléaire et il réimpose les sanctions américaines contre l'Iran et notamment un embargo pétrolier qui va réduire les exportations de pétrole de l'Iran de plus de 2 millions de barils par jour début 2018 à 200 000 barils, donc divisé par 10, au troisième trimestre 2020, avant justement qu'il quitte le pouvoir Donald Trump. Depuis l'arrivée de Joe Biden, on voit bien que Joe Biden, je pense, c'est dans sa stratégie de montrer « moi je ne suis pas Donald Trump », donc les exportations de pétrole de l'Iran ont un petit peu remonté. On est quand même à 1 million de barils par jour aujourd'hui, ce qui est quand même la moitié de ce qu'ils peuvent faire. Donc je pense que ça conduit. Le gouvernement a moins d'argent, il y a un déficit budgétaire énorme qui est financé par la création monétaire. La monnaie s'est effondrée, donc ça conduit. Les prix à l'importation ont fortement augmenté. Donc je suis le premier à reconnaître qu'il y a plein de problèmes. L'Iran est une économie rentière, clientéliste, qui n'est pas assez dynamique. Mais le principal problème, c'est quand même les sanctions américaines qui font qu'effectivement, on a, vous avez raison, le gouvernement iranien donne des chiffres on est entre 45 et 50% d'inflation. La Banque mondiale dit qu'il y a un tiers de la population iranienne sous le seuil de pauvreté. Donc effectivement, l'inflation est le problème économique principal, avec également un autre problème qui est une économie qui est en faible croissance. Depuis la sortie du Covid, il y a 2-3% de croissance. Ce n'est pas suffisant pour fournir des emplois. Et on sait que le taux de chômage baisse officiellement en Iran, mais comme dans d'autres pays, il y a beaucoup de gens qui sont sortis du marché du travail en Iran, notamment les jeunes diplômés. Et on parle de plus en plus d'un exode des cerveaux en Iran. Donc je confirme ce que vous dites, c'est vraiment une économie en crise. Ce qui explique aussi le mécontentement actuel. Oui, alors justement, Aïda Tavakouli, est-ce que cette inflation peut attiser la colère ou alors, au contraire, finalement, quand la préoccupation principale, c'est de payer son loyer ou de remplir son frigo, est-ce qu'on a le temps de faire la révolution? Vous voyez ce que je veux dire? Ça marche ensemble. Ça marche ensemble. C'est que, évidemment, même on voit en ce moment que... Et puis depuis en fait plusieurs années, depuis 2018, comme le disait très justement M. Coville, c'est que on a même les personnes qui idéologiquement pouvaient être
affiliés au régime islamique, aujourd'hui n'ont plus de quoi survivre. Et donc, évidemment qu'il y a une insatisfaction qui traverse les générations et qui traverse les classes sociales aujourd'hui. Et par rapport à ce que vous dites aussi, sur cette arme aussi de l'économie, c'est vrai que c'est utilisé, comme le disait très justement Fariba, pour mettre la pression justement pour éviter qu'il y ait des soulèvements, éviter qu'il y ait des grèves, éviter qu'il y ait des protestations, puisqu'on va menacer ceux qui ont fait grève de fermer définitivement leurs magasins, on va menacer les chauffeurs de taxi de leur retirer la licence. Donc aujourd'hui, la pauvreté est aussi devenue une arme avec laquelle le régime joue. Postulat de base, il y a 70% de l'économie qui est entre les mains de proches du gouvernement, de proches corrompus. Et donc, ces richesses-là ne sont pas distribuées. Et tout à l'heure, on entendait qu'il y avait pas... Il y a des grèves aujourd'hui. Il y a des grèves qui sont peut-être pas des grèves qui sont au premier titre liées au début, parce que les fonctionnaires ne sont pas payés, par exemple, liées aux événements, mais qui créent une convergence. Alors, on va parler de la répression. J'étais en train de régler ça avec la régie. Je m'en excuse auprès de vous. On va voir d'abord un chiffre. C'est évidemment très difficile d'avoir un bilan totalement précis parce que voilà, on est dans un régime qui cache ce qu'il commet. Selon Amnesty International, près de 600 morts, 7 manifestants exécutés, et des exécutions en opposition au droit international. C'est ce que rappelait le président d'Amnesty France lors d'une manifestation près de l'ambassade d'Iran à Paris. On écoute Jean-Claude Samouillet. Et la peine de mort est utilisée pour mater les manifestants. En droit international, même pour les pays qui n'ont pas ratifié le protocole additionnel concernant l'abolition de la peine de mort, les États, la peine de mort ne peut être utilisée en droit international que pour les crimes de sang anticipé en quelque sorte avec préméditation. Et là, c'est utilisé pour des raisons les plus bénignes, notamment manifester sa liberté d'expression. Irbod Degani Hazar, un mot là-dessus. Il y a encore des... Je ne sais pas s'il y a un couloir de la mort en Iran ou si ça va très vite entre la condamnation par un tribunal et l'exécution. Mais il y a des gens qui sont menacés de mort après avoir été condamnés aujourd'hui. Oui, il y a encore eu... oui, c'est expéditif. Alors... pendant un moment donné, la répression, ils ont fait tout un show. C'était mis en scène. Ils communiquaient dessus en pensant que ça allait étouffer la révolution, le peuple. Et en fin de compte, ils se sont rendus compte que non. Enfin, ça a même, au niveau international, ça a mobilisé les gens, avec l'hashtag notamment Stop Execution, vous voyez. Ça a vraiment mobilisé beaucoup de personnes. Maintenant, on a des disparitions, des gens meurent. Il y a plus de 20 000 personnes, on ne sait pas dans quelle situation ils sont. Et maintenant, on a même des contraintes sur les familles pour ne pas qu'ils donnent l'information que la personne est décédée ou qu'elle est disparue. Donc c'est vrai que les chiffres sont vraiment à prendre avec beaucoup de précautions. Et je crains malheureusement qu'on découvre, comme ça a été fait en 2019, d'énormes exactions par la suite. Et oui, il y a toujours un couloir de la mort, il y a toujours des condamnations. Et il y a toujours des gens qui meurent, y compris autrement que par la pendaison. Alors on va parler des réactions internationales et d'abord peut-être de réactions judiciaires. Je propose à Audrey Vétas de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Audrey. Une plainte a été déposée aujourd'hui même en France contre 3 dignitaires iraniens pour menaces de mort et apologie du terrorisme. Expliquez-nous, quel est le but? C'est une contre-attaque essentiellement symbolique. Elle vise, vous l'avez dit, 3 dignitaires iraniens, dont Hossein Salami, que je vais vous montrer sur l'image. C'est le chef de l'armée idéologique de l'Iran. Derrière cette plainte pour menaces de mort et apologie du terrorisme, il y a un collectif Iran Justice composé notamment d'avocats franco-iraniens qui font partie de ce qu'on appelle la diaspora. Et depuis plus d'un an, depuis la mort de Mahsa Amini, ils recensent consciencieusement les exactions du régime et toutes les menaces publiques proférées par ces hauts dignitaires. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que la diaspora iranienne se mobilise en France ou dans n'importe quel autre pays, comme les manifestations qu'on a vues à l'image juste avant, eh bien, à chaque fois, elles sont suivies de menaces de la part de l'Iran. Ce sont des fatwas déguisés selon le collectif. Un exemple, une sortie d'Esmaël Khatib, un des dignitaires visés. C'est le chef du renseignement iranien. En 2022, voici ce qu'il disait et ce qui a largement été repris dans la presse d'État iranienne. Quiconque a joué un rôle dans les émeutes sera puni partout dans le monde. Vous le voyez, une menace évidente, en tout cas pour le collectif Iran Justice, qui décide aujourd'hui de riposter à une date symbolique.
nous, c'est ce qu'on appelle des fatwas, la même d'ailleurs qu'avait lancé l'ayatollah Khomeini sur Salman Rushdie. On a vu qu'elle a été d'ailleurs mise à exécution. Et l'idée avec cette plainte, c'est de dire, nous, la diaspora, nous n'avons pas peur et vous ne parviendrez pas à nous terroriser. Il y a combien ? Vous l'avez entendu, c'est essentiellement symbolique, même si le collectif espère que les auteurs des exactions pourront un jour être poursuivis en France. Thomas. Merci beaucoup, Audrey. Je me tourne de nouveau vers vous, Irbod Degani-Hazar. Cette plainte, elle est symbolique, elle n'a aucune chance d'aboutir. Comment vous réagissez face à une action comme celle-là ? Déjà, je la salue, puisque ce collectif, j'en fais partie. Même si je suis beaucoup moins actif aujourd'hui dans ce collectif, je sais le travail extraordinaire qu'ils font depuis le premier jour et qu'on a fait depuis le premier jour. Il y a beaucoup de choses qui sont symboliques. Vous verrez, si on a le temps, on parlera des autres actions qui sont menées. Et le foulard est un symbole aussi. Donc le symbole est important pour montrer les exactions. On parle avec le langage. Aujourd'hui, on a adapté aussi. En France, il existe une compétence du juge pénal dans certaines matières, notamment en termes de cybercriminalité. Et on utilise dans chaque pays les armes juridiques. Le droit est une arme aussi pour pouvoir non seulement dénoncer, mais condamner. Et on a bien vu que quand on dénonce avec du fondement légal, quand on arrive à se mettre au niveau de compréhension du monde entier, puisqu'on a une base aujourd'hui, l'Iran siège à l'ONU, et donc elle est censée avoir une base légale commune. Elle est censée respecter, j'ai la liste des conventions internationales que l'Iran a signées, elle est censée les respecter. Dénoncer ça, ce n'est pas simplement symbolique. Oui. Et je vais redonner la parole. Documenter la répression, c'est aussi ce que vous cherchez à faire. Et on disait que les chiffres sont forcément imprécis, mais voilà, c'est des exécutions, c'est de la torture généralisée, des viols en prison, c'est tout ça ce que vous essayez de noter, de documenter précisément, peut-être pour des procès éventuels, qui sait ? Absolument. On travaille avec le collectif Iran Justice, dont je salue cette action et puis toutes les actions qu'ils ont menées depuis un an qui sont absolument extraordinaires. Et on travaille avec eux justement parce qu'effectivement, dans l'association We Are Iranian Students, on collecte l'intégralité des données dont on dispose à travers les réseaux sociaux sur la répression à l'encontre des étudiants. Aujourd'hui, on a une liste de plus de 847 étudiants qui ont été emprisonnés et qui aujourd'hui sont... Et puis cette liste est mise à jour, donc on a leur nom, leur prénom, leur lieu d'études, le moment de l'arrestation et s'ils sont toujours arrêtés, s'ils ont été libérés sous caution ou pas. Et toutes ces données-là sont extrêmement précieuses. On a aussi les données sur les empoisonnements des écoles de filles. En moins de 6 mois, presque 900 écoles de jeunes filles ont été attaquées au gaz chimique. Donc c'est une ampleur absolument qui démontre à quel point c'était prémédité, à quel point c'était massif. Et ça ne peut être que l'œuvre d'une organisation qui est structurée et qui financièrement a les moyens d'agir sur l'ensemble du territoire iranien. Donc on a recueilli des échantillons avec l'aide de plusieurs associations internationales, des échantillons de cheveux et de vêtements pour pouvoir analyser du coup ce gaz, identifier le type de gaz et pouvoir ensuite effectivement continuer avec des procédures légales qui incrimineront le régime. Mais Fariba Achoudi, ça n'empêche pas le régime de continuer, pardon d'être... je ne mets pas en cause l'importance et la qualité de tout ce que vous faites, mais ce régime est toujours en place. Vous voyez ce que je veux dire ? A-t-il peur des sanctions internationales ou d'un éventuel procès ? Écoutez, oui et non. Oui et non. Mais ce qui fait la différence, c'est l'intérieur. Nous, on fait la même chose sur le site de Morin. Vous avez, depuis le début, on a essayé de donner les noms des étudiants, etc. Ces étudiants sont emprisonnés, ils ressortent, ils continuent. Je vais vous donner juste un chiffre. Le mois prochain, la semaine prochaine, il va y avoir un bilan, le bilan que les étudiants de l'intérieur nous ont donné sur les exactions, les arrestations, etc. Dans une seule province, je ne veux pas faire tout le bilan parce que vous l'aurez, et puis dans une seule province, il y a eu 8000 blessés, dont 580 personnes qui ont perdu un œil. Et néanmoins, une de ces personnes qui a perdu un œil, parce que surtout les femmes, on dit si c'était à recommencer, on recommencera. C'est une comédienne qui, une semaine après, est montée sur les planches et elle a raconté son histoire. Elle a été arrêtée, elle a continué. La presse iranienne a fait état de cela.
et je viens sur ce qu'a dit mon jeune compatriote ici présent, qui est extrêmement important, c'est que la jeunesse iranienne en ce moment est très légaliste. Deux revendications qui viennent dans toute la population et notamment les anciens gardiens d'involution qui sont... Parce qu'il y a eu énormément d'anciens gardiens d'involution jeunes qui démissionnent ou qui partent ou qui fuient ou qui s'enfuient. Deux revendications. Abolition de la peine de mort. Deuxièmement, arrêtez-nous, mais au moins soyez... fidèle à votre propre constitution. Respectez la constitution, respectez ce que vous avez signé. Donc vous voyez, je veux dire, par rapport au bilan de ces arrestations, 20 000 selon 22 000, vous avez dit 600 personnes mortes, selon les sources du CEPA, 1500 personnes, dont des enfants. Je disais que c'était évidemment très difficile d'avoir un bilan mais précis. absolument, c'est pour vous dire que quand je dis... Donc la différence, c'est l'intérieur. Oui. Et quand l'intérieur... On n'arrête pas de dire que... il n'y a pas d'opposition organisée. Il y a un de mes jeunes qui est en train de faire une sélection de peintures que j'espère qu'un jour on pourra les exposer, qui s'appelle Sans tête. Il dit justement l'importance de cette révolution, c'est qu'il n'y a pas de tête. Les têtes c'est toute la jeunesse en général et la population. Alors l'intérieur, vous nous dites, mais je reprends la parole, l'intérieur, vous nous le dites, mais on va continuer de s'intéresser aussi à l'extérieur avec vous, Laetitia. Peut-être pour un zoom sur la réaction de la classe politique française. Comment s'est-elle mobilisée depuis un an pour soutenir les manifestantes, les manifestants iraniens? On peut dire que c'est quand même assez rare pour la classe politique française dans son ensemble. Il y a eu un relatif consensus pour défendre les manifestants, les soutenir, les manifestants iraniens. Et ça s'est fait en 2 temps. Ça, c'est intéressant à observer comme stratégie. D'abord, sur Twitter. Alors, il y a eu Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, puis Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, puis Olivier Faure, le patron du Parti socialiste, puis d'autres personnalités comme ça ont suivi, ont écrit sur Twitter, en leur nom, des messages de soutien direct au peuple. Il y a eu un mouvement de parlementaires aussi. Oui. Twitter n'a pas été juste choisi au hasard, puisque tout a commencé sur les réseaux sociaux. Et ça a commencé là, et ça s'est propagé aussi sur les réseaux sociaux. Et juste, il y a des têtes, c'est important sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a une centaine de parlementaires, députés et sénateurs, qui ont accepté de parrainer les manifestants et qui ont publié justement les visages des personnes qui étaient arrêtées et menacées de mort avec ce hashtag Stop Execution en anglais, exécution en Iran en français. Mais oui, vous avez raison, il y a eu des communications aussi beaucoup plus directes. Oui, et puis une date importante, le 11 novembre, avec le président de la République qui s'engage. Et qui reçoit à l'Élysée une délégation de femmes iraniennes, des combattantes en place contre le régime en place. Et il utilise le mot « révolution » Emmanuel Macron. Pourquoi c'est important, Thomas? Parce que le régime qui a regardé, apparemment, les interviews d'Emmanuel Macron sur France 2 et France Inter, s'était filmé aussi, s'en est servi dans sa propagande, a pris des images et s'en est servi pour dire, regardez, ce sont les Français et les Occidentaux en général, qui, en gros, sont là pour instrumentaliser cette révolution, en sont même les instigateurs. Les parlementaires, eux aussi, ont communiqué un soutien marqué. Oui, alors Yael Braun-Pivet, encore une fois, c'était le 4 octobre. Elle a tenu à avoir quelques mots avant les questions au gouvernement. On va l'écouter, la présidente de l'Assemblée nationale. Je voudrais évoquer avec vous la mémoire de Madame Mahsa Amini. C'était le 16 septembre dernier, en Iran. Brutalement arrêtée au nom d'une supposée vertu pour une simple mèche de cheveux qui dépassait de son voile, elle est décédée. Depuis, des femmes, des hommes et toute la jeunesse d'Iran, dont il faut admirer l'incroyable courage, expriment leur soif de liberté. Il y en a eu d'autres, des applaudissements dans l'hémicycle. Le 14 novembre, l'Assemblée nationale vote une résolution de soutien au peuple iranien, condamnant notamment l'interdiction des libertés et des droits des femmes. On se souvient des mots forts, cette fois-ci, de la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui a scandé le slogan des manifestants « Femmes, vie, liberté ». Là encore, les députés
dans leur globalité, l'avait applaudi. Et côté Sénat? Côté Sénat, le Sénat n'est pas en reste, puisque 2 jours plus tard, le 16 novembre, diffusé sur tous les réseaux sociaux quasiment des sénateurs, beaucoup de réseaux sociaux, une vidéo où on voit notamment Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne, qui est à l'origine de cette initiative, et puis d'autres sénateurs qui sont là pour soutenir les Iraniens. C'est important, les réseaux sociaux, encore une fois, je le répète, dans cette Est-ce qu'à gauche comme à droite, les réactions ont été unanimes? Écoutez, oui, on peut parler d'un certain consensus, mais c'est vrai quand même qu'à gauche, le soutien était moins audible et moins visible. Seule particularité, peut-être le Parti socialiste, qui est constant dans son soutien, puisque à 2 reprises, il a fait voter en Conseil national 2 résolutions en faveur de la révolution iranienne, en octobre 2022, et puis en juin, là dernièrement, en juin 2023, il a réitéré cette résolution. Irbod Degani-Hazar, je vous voyais tiquer quand on parlait de la réception à l'Élysée d'Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que je reste sur ma faim. La France a une très belle image. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune en Iran, on m'a vite parlé de la Révolution française. Et quand vous dites en Iran que vous êtes à la Sorbonne, par exemple, des Lumières, comment est-ce qu'on peut imaginer mettre autant d'énergie et prendre autant de risques le 11 novembre et qu'on se retrouve aujourd'hui le 15 septembre et qu'on puisse s'imaginer que concrètement, rien n'a pas vraiment encore été mis en place et que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises par les uns et par les autres. Et vues par le régime. Et vues par le régime, mais moi, j'attends de mon pays d'adoption et que je suis arrivé à 11 ans, j'en ai 52. Et j'aimerais plus de clarté, parce que la population iranienne et le monde entier demandent la clarté, surtout que la France, si vous me permettez juste une seconde, la France a vraiment une histoire avec l'Iran, et que c'est un pays civiliste à la base, et que Khomeini est quand même parti France. Bien sûr, il était accueilli, entre guillemets, en France. C'est vrai qu'on a une attente particulière de ce pays des droits de l'homme. Thierry Covid, je vais peut-être terminer ce débat avec vous, justement, sur est-ce que l'Iran, finalement, bénéficie d'une sorte de, alors je sais pas, d'indifférence internationale? Je vais évidemment pas employer le mot soutien, mais le régime, j'ai dit l'Iran, mais le régime iranien au pouvoir bénéficie d'une sorte d'indifférence internationale. Est-ce que vous diriez ça? Non, pas du tout. Je pense qu'on en a parlé, on vient d'en parler. Il est difficile de trouver un pays qui a été aussi sanctionné que l'Iran. Il y a la Corée du Nord, mais ensuite il y a l'Iran. Donc c'est là où... Mais depuis un an, vous voyez ce que je veux dire? Depuis un an, si on attend que la communauté internationale pèse... Je pense qu'effectivement, je pense qu'il y a derrière les discours des pays occidentaux, il y a la question du nucléaire iranien. Donc il y a l'idée que... effectivement, la répression a été condamnée. Il y a l'idée aussi que si on va trop loin avec l'Iran, notamment, il y avait cette idée de mettre les passes d'Aran sur la liste d'organisations terroristes, le risque est-ce que l'Iran, et il y a des gens qui veulent ça en Iran, arrête ces discussions, sorte du traité de non-prolifération et l'Iran fasse cavalier seul vers la bombe nucléaire. Alors, c'est un scénario qui n'est pas forcément le plus probable, mais il existe. Et donc, je pense que ça a fortement freiné les tentatives d'être beaucoup plus dur avec l'Iran, avec l'idée qu'il faut garder des canaux de communication avec l'Iran. Bon, en plus, on avait des otages, la France avait des otages, et en plus, surtout, il y a cette question nucléaire iranien. À la limite, je pense que la question de l'aide de l'Iran à la Russie pour la guerre en Ukraine a suscité, on va dire presque malheureusement, plus de condamnations de la part des pays occidentaux que la répression en Iran. Mais je pense, pour répondre à votre question, je pense que la question du nucléaire fait que les pays occidentaux n'ont pas osé aller trop loin. Merci beaucoup, merci à tous. Je rappelle le nom de vos associations, Mohsen Ashtroudi, adresse mo-a.com si on veut aider celles et ceux qui sont confrontés à des procédures judiciaires. We are Iranian Students et Nowruz, c'est ça? Ça veut dire quoi, Nowruz? Nouvel an. Nouvel an. Ben voilà, on souhaite un nouvel an et une nouvelle ère pour l'Iran. Thierry Covid, votre livre L'Iran, une puissance en mouvement, est publié aux éditions Erol. Merci à tous encore une fois d'avoir participé à ce débat.